Au Togo, le mariage précoce ou encore le mariage forcé des jeunes filles est toujours une réalité. Selon un rapport de l'UNICEF sur le phénomène, 7% des femmes de 15 à 49 ans se sont mariées ou étaient en union avant l'âge de 15 et 29% des femmes de 20 à 49 ans ont été dans les liens du mariage avant l'âge de 18 ans. Le cas récent enregistré est celui d'une adolescente de 13 ans qui, mariée de force par ses parents à un homme déjà lié à 2 autres femmes et ne pouvant plus supporter les violences physiques, sexuelles dont elle est victime, a décidé de se suicider. Cette histoire tragique est une preuve de l'existence et de la persistance de ce phénomène sur le sol togolais. Malheureusement, beaucoup ignorent que cette pratique est punissable par la loi togolaise. En effet, la loi, notamment le code pénal dans son article 341, interdit de soumettre une personne adulte sans son consentement ou un enfant à un mariage forcé. Et pour se marier, il faut avoir l'âge de 18 ans au minimum. Les auteurs de mariage forcé risquent une peine de 3 à 5 ans d'emprisonnement et une amende de 1 à 5 millions de francs CFA. L'excision est un fléau dont on entend plus parler, mais qui existe toujours. Aujourd'hui, au moins 230 millions de filles et de femmes en vie ont subi des mutilations génitales dans 31 pays, dont 22 font partie des moins développés au monde, et 2 millions de cas supplémentaires pourraient se produire d'ici 2030. Dans la plupart des pays, la majorité des filles sont excisées avant leurs 5 ans. Près d'un quart des victimes actuelles ayant subi cette pratique sont d'ailleurs des jeunes adolescentes de moins de 15 ans. Cette pratique se déroule principalement en Afrique où l'on estime le nombre d'excisions à 91,5 millions. En effet, dans la majeure partie des cas, l'acte est réalisé sans anesthésie avec des instruments non stérilisés. Pour celles qui survivent, les séquelles durent toute une vie. Infection, incontinence, complications à l'accouchement pouvant entraîner la mort de la mère et de l'enfant. L'UNICEF, pour sa part, apporte un appui au gouvernement lors de l'élaboration de projets de loi et planifie des mesures coordonnées pour que les communautés puissent se prononcer publiquement contre l'excision. Au Togo, la loi du 17 novembre 1998 interdit en effet toutes les formes de mutilation génitale féminine avec une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et une amende de 1 million de francs CFA. Depuis plusieurs années, le Togo envisage devenir une référence en matière de logistique. Pour cela, le pays dispose d'un vaste programme de modernisation de ses infrastructures. Le dit programme comprend des travaux de réhabilitation de plusieurs infrastructures, dont le port autonome de Lomé, l'aéroport Gnassingbé et Yadema et bien d'autres encore. Le but de tout ceci est d'améliorer la compétitivité du pays sur le plan régional afin d'attirer plus d'investisseurs en faveur de l'économie togolaise. Dans les détails, pour parvenir à ces fins, l'un des atouts du Togo est le port autonome de Lomé, qui est la seule en eau profonde de la côte ouest africaine pouvant accueillir des navires de 3e génération. Pour accroître les capacités de ce port, des investissements majeurs ont été effectués depuis 2013, lesquels ont permis la construction de Lomé Conteneur Terminal LCT, dont l'objectif est de booster la capacité de traitement de transbordement. D'autres travaux, comme un projet de 3e quai de 450 mètres, capable de recevoir jusqu'à 7000 conteneurs de 20 pieds, ont été menés grâce aux différents financements. Aujourd'hui, si le port autonome de Lomé dispose de plusieurs atouts qui aideront à atteindre l'objectif du Togo, qui est d'être un hub logistique en Afrique de l'Ouest, le pays compte également sur le port sec de la plateforme industrielle d'Adétikopé PIA, opérationnel depuis janvier 2022, pour accompagner le développement de son réseau portuaire et désengorger le port de Lomé. Notons que pour arriver à ces fins, le gouvernement togolais, ne mettant pas de côté le développement du réseau routier, a lancé de nombreux projets de construction et de réhabilitation. Même si le Togo dispose de plusieurs atouts pour devenir un hub logistique, ce qui sera un avantage économique pour le pays, il fait face à des défis comme la dégradation des routes nationales, un frein à ce programme. Quelques heures après son accession à la Maison-Blanche, Donald Trump a procédé à la signature de plusieurs décrets retirant son pays de plusieurs accords internationaux, parmi lesquels l'accord mondial introduisant une taxation minimale de 15% sur les bénéfices des multinationales.
Dans un rapport rendu public le 24 janvier dernier, l'Institut d'études de sécurité ISS Africa alerte sur l'implication du retrait des USA sur les économies africaines. Le rapport souligne que le retrait des USA entravera les efforts de l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE visant à mettre un terme à une pratique répandue au niveau des multinationales qui se soustraient à leurs obligations fiscales en transférant leurs bénéfices des juridictions où elles gagnent de l'argent vers celles où les impôts sont moins élevés. Cette pratique, connue sous l'appellation de l'optimisation fiscale, a particulièrement affecté le continent africain durant plusieurs décennies. La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement CNUSED a estimé que les flux financiers illicites causent des pertes de plus de 88 milliards de dollars par an à l'Afrique. Un réseau d'ONG, dont Tax Justice Network, l'estime à 23,2 milliards de dollars par an. Le vrai problème ici, c'est qu'il est difficile d'isoler la composante évasion fiscale dans ces flux financiers illicites. Un groupe d'experts de l'Union africaine estime quant à lui que 65% des flux financiers illicites sont liés à des activités commerciales. Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a été le premier enrôlé qui par la suite a bénéficié de son nouveau passeport avec la mention AES. Cet événement intervient quelques jours après les mobilisations qui ont eu lieu au Burkina et au Niger, marquant les célébrations de l'an 1 du retrait effectif des 3 pays de l'organisation ouest-africaine CEDEAO. Dans les rues de la capitale, les habitants pensent que l'effectivité de ce passeport va permettre de mettre fin à la ruée des informations inexactes qui circulent sur cet espace. Généralement, ailleurs, on véhicule de mauvaises informations. On pense que ça ne va pas à l'AES, alors que le fait de voyager avec ça, ça confirme, ça montre que non, en fait, à l'AES, ce n'est pas ce qu'on diffuse comme des images négatives de l'AES. Il y a du bon aussi à l'AES. Et la preuve, on voyage, on va faire des business, voilà. Je me vois mal être dans l'AES et continuer à utiliser un passeport CEDEAO. À la division de migration de la police dans la ville de Ouagadougou, la production des passeports a débuté et elle est effective depuis le début de semaine. Malgré cela, les inquiétudes des habitants demeurent tout de même quant aux changements qui pourraient s'opérer dans les pays de l'espace CEDEAO en leur endroit. Tu quittes le Burkina pour aller au Mali, tu dois payer, c'est-à-dire pour les étrangers, pareil pour le Niger. Maintenant, si on a un passeport commun, je pense que ça devient une famille. Peut-être les coûts là, je peux dire que ça pourrait changer. En tout cas, c'est notre souhait. Sinon, en dehors de ça, un passeport reste un passeport. D'autant plus qu'on a nos anciens passeports. On nous a dit, après l'expiration, on peut faire le nouveau passeport. Maintenant, si le passeport AES pourrait permettre d'aller dans un pays où avant, on prenait le visa, et maintenant, il n'y a plus de visa, là, ça peut être, un avantage pour nous. Pour l'heure, les habitants de la capitale espèrent que cette avancée permettra de transformer les vies, les économies et la géopolitique de l'espace après cet exit de la CEDEAO. À Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, la situation est catastrophique. Le M23 a pris le contrôle de la ville et les hôpitaux sont submergés par les blessés. Les structures sanitaires peinent à faire face à l'arrivée massive de victimes. On est tellement débordés et on continue toujours à travailler. Et on espère qu'avec la situation qui devient un peu calme, peut-être ça va nous aider à bien travailler aussi. Mais il y aura le stockage qui va bientôt se terminer parce que le matériel, on n'a pas assez de matériel. Sur place, les médecins luttent avec des moyens limités, mais les blessés graves ne cessent d'affluer. Les hôpitaux manquent de tout, médicaments, équipements et personnel. Alors, dans les situations pareilles, on sait qu'entre 10 à 20% des cas, ce sont des cas rouges. C'est des cas compliqués qu'on a le plus souvent et c'est le cas qu'on observe. Il y a des blessures au niveau du crâne, du thorax. Oui, ça c'est compliqué à gérer. Le M23, soutenu par le Rwanda, est entré dans la ville le 26 juillet. Une semaine après, soit le 1er février, le gouvernement a dressé un bilan provisoire de plus de 773 morts.
Les États-Unis ont annoncé samedi avoir mené des frappes aériennes au nord de la Somalie. Les cibles n'étaient autres que des membres de l'État islamique. La Somalie a confirmé ces frappes dirigées par Africom qui visaient un planificateur d'attaque et plusieurs autres membres de l'EI dans les Mongolies. Le Pentagone précise qu'aucun civil n'a été blessé et que plusieurs terroristes ont été tués. Donald Trump a confirmé l'objectif de cette attaque, déstabiliser l'EI et envoyer un message fort à tous les groupes terroristes de la région. Bien que moins présent qu'Al-Shabaab, l'État islamique reste une menace en Somalie. Un navire de la marine italienne a rapatrié 43 migrants en Italie samedi, après que la justice locale ait suspendu leur expulsion vers l'Albanie. Ce revers survient après plusieurs tentatives infructueuses du gouvernement italien. Les migrants avaient été transférés en Albanie en début de semaine dans le cadre d'un accord visant à traiter les demandes d'asile au-delà de l'Union européenne. 6 d'entre eux avaient été renvoyés vers l'Italie le même jour car jugés mineurs ou vulnérables. Cet accord, signé l'année dernière, permettrait à l'Italie de traiter jusqu'à 3000 migrants par mois en dehors des frontières de l'UE. Après le rejet de l'expulsion des migrants par les tribunaux italiens, l'affaire a été renvoyée à la Cour de justice européenne. Une décision attendue pour fin février pourrait affecter l'avenir de ce projet controversé. En dépit du soutien de certains partenaires européens, l'accord avec l'Albanie se heurte à des obstacles juridiques en Italie. Il rappelle notamment l'accord controversé entre le Royaume-Uni et le Rwanda, tous deux cherchant à externaliser leur gestion des migrations. Marco Rubio a débuté samedi son premier voyage officiel à l'étranger en tant que secrétaire d'État des États-Unis. Il a choisi l'Amérique centrale, une région clé pour la politique migratoire de l'administration Trump. Marco Rubio veut limiter les flux migratoires avec les États-Unis et renforcer la coopération avec les pays d'Amérique centrale afin de contrôler l'afflux de migrants. Ce voyage va au-delà de l'immigration. Il s'agit aussi de lutter contre le trafic de drogue, répondre aussi à l'influence croissante de la Chine dans la région. Rubio a notamment souligné que la lutte contre l'influence chinoise, notamment dans les infrastructures stratégiques comme le canal, figure en tête des priorités de l'administration Trump. Il faut noter qu'en dépit de l'importance de ce dossier, des pays comme le Panama ont fait savoir qu'ils ne souhaitaient pas discuter de la question de la souveraineté sur ce canal. La migration illégale reste bien évidemment la priorité pour les États-Unis. Ce voyage de Marco Rubio est donc symbolique mais aussi stratégique. Il réaffirme l'importance de la coopération. Les principales puissances arabes s'opposent fermement à la proposition de Donald Trump de transférer les Palestiniens de Gaza vers l'Égypte et la Jordanie. Dans un communiqué commun rendu public samedi, l'Égypte, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes, le Qatar, l'autorité palestinienne et la Ligue arabe rejettent tout déplacement forcé des habitants de Gaza et de Cisjordanie occupés. Donald Trump a récemment suggéré que ces pays accueillent les 2,3 millions de Palestiniens de Gaza. Il parle d'un déplacement temporaire ou permanent, une idée déjà évoquée par certains responsables israéliens dès le début de la guerre contre le Hamas. Les pays arabes dénoncent une menace pour la stabilité régionale, un risque d'extension du conflit et un obstacle à toute solution de paix. Ils rappellent notamment leur soutien à la création d'un État palestinien indépendant. L'Égypte et la Jordanie refusent catégoriquement cette proposition. Ils craignent que les Palestiniens ne puissent jamais revenir à Gaza, mais aussi que cet afflux massif déstabilise leurs économies et leur gouvernement.